Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, Euh, moi je t'entends bien, Anna. ok, d'accord. Bonjour, Monsieur Sidibé. Bonjour. Avant de commencer, je vais demander à tout un chacun de fermer son micro, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas de perturbations et tout ça. Et aussi, ceux qui sont en retard, ils vont nous rejoindre en cours de route. Donc, le webinaire de ce matin a pour thème les rançons. Et je suppose que ce thème-là va apporter beaucoup de réponses à beaucoup de gens. Donc, voilà. Donc, moi, je me présente. Je suis Amina Toumaïga. Je suis la responsable à un simple 1. Donc, il y aura aussi Monsieur Bissidi Traoré, qui est notre responsable du développement commercial. Et les intervenants de ce matin sont Monsieur Hassan Touré, notre architecte de sécurité et d'affaires, qui est aussi certifié en éthical et qui a récemment été certifié en AWS. Donc, vous aurez aussi notre PDG et fondateur de Un Simple 1, M. Timogo Sidibé, qui est certifié en MBA, CISA, CCSK, ISO 27001, en ELA LI, en ITIL 4, etc. Donc, voici notre équipe de ce matin. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le thème va se porter sur les ransomware. Donc, avant de passer au vif du sujet, nous allons vous présenter un peu ce qui va se passer au cours de la présentation. Donc, aujourd'hui, vous allez savoir c'est quoi les ransomware, quels sont les types de ransomware. On va vous dire aussi quelques statistiques sur les ransomware et comment les ransomware fonctionnent. Ils vont aussi vous dire comment faire pour réduire les risques d'attaque de ransomware, comment réagir en cas d'attaque de ransomware. Ils vont parler des liens avec la gestion des incidents, le lien avec le plan de contingence, ainsi que le lien avec les PRP. Et enfin, vous aurez une petite démonstration de quelques minutes. Donc, parmi vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont habitués au webinaire et qui savent déjà un simple un, c'est qui. Donc, ceux qui ne nous connaissent pas, One Simple One en anglais, un simple un en français, est une entreprise spécialisée en services conseils et qui évolue dans le domaine des technologies de l'information. Donc, nous sommes au Canada depuis 2012 et au Mali depuis fin 2018. Donc, nous avons des offres de services, des produits et des formations. Les formations que nous donnons, donc quelques exemples, vous avez l'ISO 27001, l'ISO 27002, COVID-19, ITIL, marketing digital, etc. Et côté service, nous faisons informatique, des placements en technologie de l'information, l'externalisation d'archives. Nous faisons aussi la location d'équipements informatiques et aussi nous louons des salles de formation. Nous avons Archico, qui est notre GED, notre logiciel de gestion de documents. Vous avez aussi l'outil de collaboration qui est Collab. Nous avons aussi qui est notre informatique et aussi des applications sur mesure. Merci de fermer votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Cheikh. Merci. Donc, nous allons continuer. Voilà. Donc, et comme référence des clients que nous avons, vous avez ici au Mali, nous avons MSN, Orange, Sama Money,
Nous avons aussi travaillé avec la MRTP, avec l'ONG Hazard. Du côté du Canada, nous avons travaillé avec Québec Retraite, FX Innovation, etc., etc. Donc, l'objectif de ce matin, de la présentation de ce matin, comme je le disais en haut, c'est-à-dire vous allez comprendre c'est quoi les ransomware, comment prévenir les infections avec les ransomware, savoir réagir en cas d'attaque par ransomware, faire le lien avec les autres processus IT. Donc, sans plus tarder, avant de donner la parole à M. Tchemoksi, je vais vous demander, s'il vous plaît, pendant la présentation, de noter vos questions de côté. Donc, il y aura une séance de questions-réponses juste après la présentation. Donc, Monsieur Tchemo Sidibé, merci de nous parler de... Vous avez la parole. Bonjour Anna, bonjour tout le monde. Donc, merci d'être aussi nombreux à participer à chaque fois à nos webinaires mensuels. Quelque chose qu'on veut établir comme une tradition à chaque mois de livrer et d'échanger sur du contenu qui peut toucher la majorité des gens, qui touche également la réalité de tous les jours. Donc, sans tarder, je vais vous expliquer un peu les ransomware. Mais avant de vous parler des ransomware, je voulais juste, peut-être ceux-là, certains peuvent réagir la main s'ils ont déjà été victimes comme ça. Ils ont téléchargé des vidéos ou des fichiers de musique à travers des torrents et à un moment donné, ils se rendent compte que leur ordinateur commence à réagir de façon bizarre. Et puis, il y a un message qui s'affiche qui dit votre poste est maintenant surveillé par le FBI. C'est déjà arrivé pour ceux qui aiment télécharger. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Peut-être juste lever ou faire un signe à travers Teams. Juste lever la main comme ça si ça vous est déjà arrivé ou pas. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, à une période où on pouvait télécharger gratuitement de la musique. On peut le faire encore maintenant, mais c'est encore un risque et péril. Donc, vous allez souvent entendre parler de ransomware ou rançongiciel. Le terme en français, je suis un peu moins habitué, je suis plus habitué au terme en anglais qui est le ransomware. C'est une contraction de deux mots. Le mot rançon, qui est on kidnappe quelque chose et en échange, on demande de l'argent, un paiement. Et le mot software, qui est en anglais logiciel. C'est pour ça que vous avez le rançon et logiciel. Donc, on kidnappe tes données à travers un logiciel et puis on t'exige un paiement. Dans le fond, ransomware utilise des techniques qui sont déjà connues. À l'époque, dans le passé, vous aviez ça arrive encore maintenant, des gens qui se font kidnapper et puis pour lesquels on peut demander des rançons. Mais ici, on ne parle pas de kidnapper une personne, on parle de kidnapper vos données. Donc, imaginez aujourd'hui, vous êtes en train de travailler à votre organisation. Toutes les données sur lesquelles vous avez pour prendre des décisions, que ce soit les fichiers des clients, les fichiers des fournisseurs, les données sur le personnel, les salaires, tout ça, toutes ces données disparaissent. Du jour au lendemain, vous voulez cliquer là-dessus, ça ne fonctionne pas. Puis on vous dit, vous avez été victime d'une attaque de ransomware, donc vous devez payer. Ceci fonctionne exactement comme ça. Le ransomware s'appuie beaucoup à ça, il faut savoir, à travers la cryptographie. Donc, on crypte vos données. La cryptographie qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis longtemps. On l'a juste adapté dans nos façons de faire actuelles. On crypte vos données et vous n'avez pas la clé de déchiffrement. Donc, on vous demande de payer pour avoir la clé de déchiffrement. Donc, ceci résume en
quelques mots, c'est quoi une ransomware? Donc, à travers les deux étapes, c'est bien ce que je viens d'expliquer. Première étape, crypter vos données. Deuxième étape, vous recevez un message en clair qui n'est pas crypté cette fois-ci, vous demandant de payer soit sur un compte qui se trouve à l'extérieur, offshore, ou sur un paiement en Bitcoin ou d'autres monnaies virtuelles connues. Merci, M. Sidibé, pour ces explications. Donc là, nous allons passer à la seconde étape. Il y a M. Hassan Touré qui va nous expliquer les types de ransomware que nous pouvons rencontrer. M. Hassan. Bonjour à tout le monde. Et bonjour. Ceci est une liste de principaux types de ransomware. La liste n'est bien sûr pas exhaustive. En première position, nous avons les ransomware chiffrants qui chiffrent vos données personnelles, les fichiers, les images, les feuilles de calcul, les vidéos. Par la suite, vous avez un fichier texte vous indiquant un peu, comme M. Sylvain l'a dit tout de suite, vous indiquant comment procéder au paiement. Généralement, vous vous rendez compte quand vous essayez d'ouvrir un fichier, vous voyez que vous ne parvenez pas à l'ouvrir. Il y a une extension qui est ajoutée au fichier, donc du coup, vous ne parvenez pas à l'ouvrir. Et après, vous avez un fichier texte qui vous indique comment procéder au paiement. Vous avez les ransomware bloquants type WinLocker. Ceux-ci prennent en otage un peu Windows en fait, ou votre machine en gros. Quand vous ouvrez votre ordinateur, une page s'affiche vous indiquant que votre ordinateur a été chiffré et que vous devez payer un rançon. Donc, généralement, pour ce type d'attaque-là, les fichiers personnels ne sont pas attaqués, mais l'accès à l'ordinateur est attaqué et est chiffré. Donc, du coup, vous ne parvenez pas à accéder à vos données. Cela se matérialise par une image qui couvre l'intégralité de l'écran et qui bloque tout accès aux autres fenêtres. Les ransomware de Master Boot Record, les ransomware qui affectent les MBR. Les MBR c'est cette partie du disque-là où on trouve les tables de partition et aussi la séquence d'amorçage du système d'exploitation. C'est à partir de là que le système d'exploitation se charge. Et on a ce ransomware-là qui bloque un peu, qui chiffre les fichiers au niveau du MBR de façon à ce que le système d'exploitation ne puisse démarrer. Et en contrepartie, vous avez un message qui vous indique que vous devez payer un rançon. On a les ransomware qui ciblent les serveurs web, c'est beaucoup plus courant. On a des fichiers de configuration pour les serveurs web qui sont chiffrés et les sites ne sont pas accessibles. En contrepartie, on vous demande de payer des rançons. Et ces ransomware touchent généralement les CMS vulnérables. On sait que WordPress, notamment, a beaucoup de problèmes de sécurité. Donc, généralement, c'est des sites qui sont à la portée de ce type de menaces. Là, c'est les ransomware qui s'attaquent au téléphone mobile, Android majoritairement. Et ces ransomware sont liés au téléchargement hors source, hors store. C'est vrai qu'avec les stores, on a quelques petits problèmes de logiciels malveillants qui sont hébergés, mais pour la plupart, c'est des éditeurs connus. Mais quand on s'hasarde très souvent à télécharger des apps ailleurs, soit des antivirus ou des applications comme Adobe Flash qui sont sur d'autres sources que les stores, on est très souvent victime de ce genre d'attaque. Si je peux ajouter quelque chose également, on voit beaucoup de petits logiciels. Moi, je dis petits logiciels, c'est pas un terme péjoratif, mais on voit beaucoup de logiciels qui prétendent vous aider, exemple pour nettoyer votre disque dur ou pour faire c'est des logiciels utilitaires. Avec ces logiciels-là, en essayant de nettoyer vos disques durs, peuvent aussi infecter ou encrypter vos disques durs. Donc, quand il parlait beaucoup, Hassan expliquait que
des fois, on a des logiciels qu'on prend pour faire certaines tâches qui ne sont pas des éditeurs qui sont très connus, des fois qui sont pas, on ne les prend pas à travers genre les portails officiels que la plupart des gens connaissent, comme celui de Apple ou celui de Android ou celui de Windows. C'est là où des fois on peut ramasser aussi des ransomware, mais qui sont déguisés sous des utilitaires bienveillants, mais en réalité qui n'en sont pas un. D'accord. C'était juste une petite insertion. Tu peux continuer. Ok. À ça. Oui, comme je le disais, la liste n'est pas exhaustive. Pour ceux qui ont été concernés récemment, on sait qu'il y a une vague d'attaques de ransomware qui visait les instances VMware, dû notamment à une vulnérabilité sur les versions 6 et 7 et versions antérieures. Donc, il y a des attaques sur d'autres types d'attaques qui sont bien évidemment passées que je viens de citer. Et cette attaque a mis à mal beaucoup d'infrastructures. On rencontre de grands noms qui ont été touchés, notamment OVH et d'autres grands noms. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Hassan. Là, la présentation va continuer avec Monsieur Sidi. Il va nous donner quelques exemples de statistiques sur les ransomware. C'est bon. Donc, merci beaucoup, Anna. Jusqu'à date, est-ce que c'est clair pour vous, ransomware? C'est quoi? Juste répondre peut-être par un OK, oui ou non. Peut-être qu'on va revenir là-dessus dans les commentaires. Mais si c'est pas clair pour vous, dites juste non. Mais si c'est clair, dites oui. Donc, ici, on va présenter un peu les statistiques sur les ransomware. Souvent, quand on parle de ransomware, on a tendance toujours à croire que c'est loin, que c'est pas, je sais pas, chez nous. Personne ne serait intéressé dans nos données, tout ça. Et pourquoi quelqu'un prendrait nos données en otage pour nous demander des rançons? Voilà. On vit dans un monde où tout est connecté. Avant, pour kidnapper quelqu'un, il fallait prendre des moyens dangereux. Peut-être sortir très tôt le matin, aller connaître ses habitudes, savoir où il se trouve, l'enlever, lui demander à sa famille ou à ses proches de payer quelque chose. Maintenant, avec tout ce qui est cyberespace, on est dans un monde où tout est connecté. Je vous parle actuellement, je suis au Canada ici, mais je vous parle comme si j'étais à côté de vous. Il est 5h20 actuellement. Mais on est tous reliés d'un moment à un autre. Donc, tu n'as plus besoin de te déplacer. Tu peux être à l'autre bout du monde et faire de l'hameçonnage, prendre à distance le contrôle d'un ordinateur, que ce soit pour faire du support. Par exemple, on voit des gens qui font du support en Inde ou même au Nigeria maintenant avec Microsoft, qui est bien implanté au Nigeria. Donc, on peut faire du support et on peut prendre vos données. Plus besoin de faire de gros gymnastiques pour prendre soin de vos données. Donc, les ransomware peuvent toucher n'importe qui du moment que vous avez des données qui ont une certaine valeur. Avant de rentrer dans les statistiques, je donnerai juste un exemple. Ici, il y a des entreprises manufacturières qui produisent, que ce soit des chaussures, du bois ou n'importe quoi. Donc, ils produisent pas le bois, mais ils travaillent le bois. Donc, ils se sont dit, nous, on n'est pas exposé, on est une entreprise manufacturière, on n'est pas une entreprise en informatique. Et pourtant, il y a eu des gens qui ont utilisé des stratagèmes pour prendre ces entreprises-là, prendre possession de ces entreprises-là. Et souvent, ça a été fait pas seulement par des gens qui étaient très, très forts techniquement. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des ransomware qui fonctionnent en mode service. Un peu comme on utilise Office 365, qui est un software as a service.
Il y a également des logiciels, des gens qui vous proposent maintenant, si vous n'avez pas besoin d'être très, on peut dire, très Technique. compétent techniquement pour appliquer du ransomware. Il y a des compagnies qui vous proposent leurs logiciels et puis ces logiciels-là fonctionnent comme des ransomware as a service. C'est-à-dire, tu vas voir une personne qui est très forte techniquement, qui a développé un ransomware. Tu vas lui dire, je vais utiliser ton produit. Chaque victime que je vais faire va me payer et je vais te donner un 50, un 20%, comme ça. Et ça existe. Et puis, il y a récemment quelqu'un au Canada qui s'est fait arrêter par l'FBI pour avoir frauduleusement impacté plus de 20 millions en termes de monnaie. Donc, il a floué plus d'une centaine de personnes. Donc, il les a floués. Quand je dis floués, lui, il n'était pas très fort techniquement, mais il a utilisé le logiciel as a service, le ransomware as a service, pour juste utiliser le logiciel, faire des victimes, ramasser le maximum d'argent, donner à son parrain, celui qui lui a donné le logiciel. Donc, et puis pour ça, il n'avait pas besoin de se déplacer hors du Canada pour le faire. Il pouvait le faire dans son village. C'est bon, la passion qui ressort. C'est bon. Donc, dans les statistiques ici, on peut voir, si on voit un ensemble, il y a des statistiques qui ont été effectuées sur les organisations ayant été victimes de ransomware à travers le monde. Donc, il y avait environ 5600 entreprises qui ont été prises. Donc, selon les pays. Donc, on a ici l'Australie qui sort en premier, qui a dit 84% des entreprises qui ont été sondées sur les environ 1000, 1100, 1000, je crois, c'est un peu petit pour moi. C'est sur les 1000 entreprises qui ont été sondées, 84% ont dit qu'ils ont été victimes, tout ça. Donc, on voit également pour l'Australie, l'Autriche, ainsi de suite. Donc, ce sont ici, on voit des différents pays. On a pris un échantillon d'entreprises, on les a posé la question, est-ce que vous avez été victime? Il y a un certain pourcentage qui ont dit, oui, on a été victime au moins. Donc, le statistique ici, c'est ce que ça représente. Merci. Ici, c'est quelques statistiques par domaine, tout ça. Donc, on a également les domaines qui étaient les plus touchés, tout ça. Donc, on voit des domaines qui sont plus touchés que d'autres. Donc, souvent, les domaines qui sont les plus touchés sont aussi les domaines qui génèrent beaucoup de revenus. Donc, ici, les statistiques ici donnent le taux de chiffrement des attaques. Donc, ici, on voit les pourcentages des attaques qui ont été effectuées et qui impliquaient du chiffrement. Donc, j'ai expliqué que le rançongiciel fonctionne beaucoup à travers les chiffrements. Donc, ici, on présente ici les différents taux de chiffrement. Donc, ici, ces statistiques-là, et puis ça, c'est des études qui sont documentées. On a les références qu'on a mis également, que vous pourriez aller consulter par vous-même. Donc, ici, on parle de pourcentage de récupération des données. Donc, ce qu'on veut montrer ici en couleur orange, c'est les gens qui ont payé la rançon. En couleur bleu pâle, c'est ceux qui ont utilisé les sauvegardes et ceux qui ont utilisé d'autres moyens. Donc, quand vous prenez une attaque de ransomware, on va vous demander de payer. Il y a des gens qui vont dire, moi, je ne paye pas. J'ai des copies de mes données. Donc, vous pouvez les prendre. Je peux travailler avec mes sauvegardes. Ça, c'est les gens qui ont été, on va dire, très clairvoyants, qui ont planifié et puis qui se sont prémunis à l'avance. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de backup, rien. Et là, ils sont pris, comme on va dire, couteau à la gorge et puis doivent payer la rançon. Donc, c'est ça qu'on voit ici en
en couleur orange. Et puis ceux qui ont retrouvé leurs données à travers d'autres moyens qui est en bleu foncé. Là, ici, on voit le pourcentage des données qui sont restaurées après le paiement des rançons. Donc, à la base, rançongiciel, ransomware, et on te propose de payer pour te restaurer tes données. Ce sont tes données, mais bon, tes données ont été kidnappées. Mais on voit que la plupart du temps, toutes les données ici là, ne sont pas, 100% des données ne sont pas restaurées. Donc, on a en moyenne 60% des données sont restaurées et lorsqu'on descend de façon détaillée, on voit dans certains cas, c'est plus que 60, dans d'autres cas, c'est à peine 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, les gens payent dans l'espoir que toutes les données seront restaurées, mais ceci n'est pas le cas toujours. Les données ne sont pas toujours restaurées et puis, bon, la personne peut toujours se garder comme une prime et puis vous demander de payer un extra encore pour vous faire payer davantage. Ici, c'est les statistiques sur les coûts moyens en milliers de dollars sur pour le paiement des rançons. Donc, je dis un millier de dollars, c'est $1 million, je veux dire. Donc, on voit que le coût ici, en moyenne, dépasse plus de 1,4 million de dollars. Il y a un qui avait fait les médias il y a environ 1 an et demi, 2 ans, c'était Colonial Pipeline. C'est tout le système qui gère le système de distribution des carburants et autres. C'est des énergies qu'on a besoin tous les jours. Une entreprise américaine qui s'appelle Colonial Pipeline. La rançon, elle était venue de côté de l'Europe de l'Est. Je ne peux pas dire la Russie parce que c'était pas sûr que c'était 100% la Russie. La compagnie a été obligée de payer 2,5 millions et après ça, on les a restaurés leurs données. Et puis, même là, c'est une partie qui a été restaurée. Et ils ont pu reconstituer encore leurs données, mais ils avaient quand même payé la rançon. Donc, leur coût est bien plus ici élevé que de 1,4 million. Donc, Hassan, je laisse la parole vous à Hassan. voyez à quel point le thème là est intéressant. Donc là, nous allons poursuivre avec Monsieur Touré, Hassan. Donc, merci de nous dire comment les ransomware fonctionnent-ils. Ok. En fait, les ransomware à la base s'appuient sur des vulnérabilités, des faiblesses, ce qu'on appelle communément des vecteurs d'attaque. Ici, nous en avons principalement 4 ou 3. C'est les phishing et les mailing, on peut les ajouter, mais bon, il y a d'autres types de phishing. Principalement, c'est les attaques de phishing, les attaques sur les mots de passe. Ça est soit du brute force, soit de l'utilisation des dictionnaires. Ou ensuite l'exploitation de vulnérabilité, comme je l'ai dit tout de suite pour le cas de VMware. On sait que les versions 6 et 7 étaient vulnérables à cette attaque-là. Et ensuite, il y a l'utilisation des mails pour les pièces jointes malveillantes. Donc, ceci sont les 3 principaux vecteurs d'attaque pour les attaques de ransomware. Après les vecteurs d'attaque, l'utilisation des phishing ou des dictionnaires. Les attaquants peuvent avoir accès au nom d'utilisateur ou au mot de passe pour ensuite avoir accès au système exposé sur Internet ou après utiliser des vulnérabilités pour avoir accès. Après, quand ils ont accès, ils prennent le contrôle de l'équipement en question, de l'outil ou du système en question. Après cela, la prochaine étape, c'est vraiment d'infecter d'autres devices et d'avoir un full access aux devices en question. On sait que les ransomware, dans leur version initiale, je me rappelle, c'était, je crois, en 2018 les premières versions se propageaient via le protocole SMP, le partage des fichiers, pour infecter d'autres machines sur les réseaux. D'où la nécessité de segmenter, bien sûr, les réseaux, on verra ça plus loin. Et après cela, quand ils ont infecté d'autres machines, ils volent les données. Après le vol des données, il y a la destruction des backups et ensuite le cryptage des données.
Une fois que les données sont cryptées, on est invité à payer un rançon. Donc, c'est globalement le mode de fonctionnement. On a les vecteurs d'attaque qui sont le phishing, les attaques de brute force, les vulnérabilités logicielles. Ensuite, quand ils ont les mots de passe, ils prennent contrôle du système exposé via Internet, ou ils utilisent des pièges joints pour compromettre un utilisateur, pour prendre le contrôle de sa machine. Une fois que sa machine est sous contrôle, le malware se propage sur d'autres équipements. Une fois que c'est propagé sur d'autres équipements, très généralement, ils ont un full access au système. Et après cela, crypte les données. Ça peut être, comme on l'a dit, soit les fichiers système ou les fichiers utilisateurs, ou même la séquence de démarrage du système d'exploitation. Après cela, on est invité à payer un rançon. Donc, globalement, c'est le mode de fonctionnement des ransomware. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Touré. Donc, la présentation continue avec Monsieur Tchemougou. Il va nous dire comment on va faire pour réduire les risques d'attaque de ransomware. Monsieur Sidibé. Donc, il y a différentes manières merci Hassan, de se prémunir ou de réduire les risques d'attaque de ransomware. La première des étapes, on parle des données. Et quand on parle de données, on dit que toutes les données ne sont pas créées égales, dans le sens où il y a des données qui sont plus importantes que d'autres. Donc, les données sur la paye sont plus importantes que les données sur l'enregistrement des réunions, exemple. Donc, classifiez vos données à travers des grilles de classification qui sont connues. Si vous ne savez pas comment, on peut utiliser ceux de NIST ou ceux de ISO. Sauvegardez vos données également, parce que ici, on parle plus en plus d'aller chiffrer vos données et de vous demander de payer pour ces données-là. Mais si vous avez déjà une copie, vous n'avez pas besoin de payer parce que vous avez une copie. Mais si vous n'avez pas de copie, mais vous êtes mal payé. Maintenir à jour les logiciels et les systèmes. Il est vraiment important de mettre à jour les systèmes, s'assurer qu'on a les derniers correctifs de sécurité sont déployés, utiliser et maintenir à jour vos antivirus, cloisonner les systèmes d'information. On parle ici segmentation, réseau, tout ça. Je pense qu'Hassan en parlait tantôt. Limiter les droits d'accès des utilisateurs et les autorisations que vous donnez. Donc, tout droit d'accès ou tous les accès doivent être donnés sur le principe des moindres privilèges et le principe de need to know. Si quelqu'un n'a pas besoin de quelque chose, on ne lui donne pas accès. Si on lui donne accès, on lui donne le plus petit accès possible. L'accès par défaut, c'est on ne donne pas d'accès. Donc, deny file. Donc, un jour, on parlerait probablement de la gestion des droits d'accès et puis pourquoi les accès sont importants, peut-être dans un de nos webinaires. Mais ceci est très, très crucial. Maîtriser les accès à l'Internet. On ne va pas tout exposer directement à l'Internet. On va passer à travers les bastions et autres. Mettre en œuvre une supervision de vos journaux. Ici, on parle des logs qui sont générés et envoyés à un endroit centralisé également. Sensibiliser vos collaborateurs. Donc, il est important de faire des campagnes de sensibilisation. On dit qu'en sécurité, le maillon le plus faible est nous, c'est-à-dire l'humain. Tu as beau mettre tout le mécanisme, mais si le gardien à la porte te donne des clés, il peut rentrer. Ne pas garder les données, ne garder les données dont on a besoin. Donc, toujours ceci va dans le principe de moindre privilège, dans le sens où on ne doit pas collecter nécessairement toutes les données dont on n'a pas besoin parce qu'on s'expose plus encore. Collecter les données qui sont juste pertinentes, chiffrer vos données au repos et en transit. Ça, c'est très, très important. Si vous avez une clé USB et que je ramasse votre clé USB qui est tombée en arrière parce que vous montez un escalier, je peux me dire, je viens de recevoir une clé USB. Mais par contre, si je mets la clé USB sur mon ordinateur et elle fonctionne, il y a un registre
de vos clients ou de vos transactions ou autres. Enfin, je viens d'avoir pas seulement une clé USB, mais une clé USB intéressante. Mais par contre, si on ramasse la même clé USB et on le rentre, on voit qu'il est chiffré, ben, ça ne peut rien me servir ma clé. Tout ce que je peux faire, c'est peut-être le wiper ou juste jeter la clé parce que ça ne me sert à rien. Et même là, si ça me laisse le wiper, ça me laisse l'effacer. Données en transit, c'est quand vous envoyez vos données, assurez-vous qu'ils sont chiffrés parce que si il y a les attaques sur les canaux de transit, si quelqu'un met la main dessus, on voit au moins que les données sont chiffrées. C'est comme si tu envoies une valise dans une valise. Mais si quelqu'un met la main sur la première, l'intérieur aussi, il y a un cadenas. Donc, ça va lui prendre deux travails supplémentaires avant de mettre la main là-dessus. Je fais juste une analogie pour que ce soit plus facile. On ne parle pas ici de valise, on parle vraiment des données. Utilisation des SIEM. Les SIEM, ce sont les outils qui permettent de centraliser les différents logs pour voir s'il y a un comportement qui est différent et de prendre des actions appropriées. On parle également de IPS, ça c'est les intrusions de détection, ou des DLP qui sont des outils qui permettent de voir si on veut exfiltrer des données et le mot en anglais qui vient à ma tête, c'est le flaguer, mais c'est de l'identifier et le confiner et l'envoyer probablement à quelqu'un. Exemple, si je vais envoyer des numéros de carte de crédit à quelqu'un qui est à l'extérieur, on peut voir, ceci commence par un 5-2 blablabla, c'est un numéro de carte de crédit Mastercard, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est flagué et puis c'est bloqué. Hassan? Donc, merci, M. Sidibé. Hassan, en continuant dans le même lancé que M. Sidibé. Ok, j'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport au chiffrement. En fait, le chiffrement est vraiment important dans la mesure où quand une attaque de ransomware affecte les données chiffrées, c'est-à-dire ils vont chiffrer des données qui sont chiffrées déjà. Donc, ce qui ne donne pas la capacité d'utiliser les données, en fait. C'est quelqu'un, il peut chiffrer tes données, tu payes les rançons, tes données sont restituées. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière, ces gens-là ont les données, ils peuvent les utiliser à mauvais escient. Donc, quand on a les données chiffrées, tes données sont bien sûr prises en otage. Quand tu parviens à les restituer, l'attaquant, lui, ne peut plus utiliser ces données-là. Donc, c'est la précision que je voulais ajouter. Maintenant, en ce qui concerne les mesures, l'atténuation des risques. Précédemment, vous avez vu qu'on avait 3 ou 4 principaux vecteurs d'attaque. Donc, pour chacun des vecteurs d'attaque, là, on va énoncer des mesures d'atténuation. C'est l'attaque par phishing pour contrer cela, pour éviter que la personne n'ait accès plutôt l'attaque par mot de passe, pour éviter que les personnes ne puissent accéder au mot de passe. Première mesure, c'est vraiment l'utilisation des gestionnaires de mots de passe. On a des gestionnaires de mots de passe qui sont courants maintenant. Il y a d'autres antivirus qui en contiennent. La majeure partie des antivirus déjà en contiennent. Et ensuite, il y a la formation en cybersécurité, vraiment pour éviter les attaques par brute force ou par dictionnaire. En ce qui concerne les attaques d'hameçonnage, il y a la formation en cybersécurité, la protection du nom de domaine, du domaine courrier plutôt, et la protection d'adresse par domaine. Ensuite, quand on prend les principales étapes, le gain d'accès, la prise de contrôle et le chiffrement de données. Pour le gain d'accès, pour éviter l'ouverture des pièces jointes ou des liens malveillants. Première mesure, il faut utiliser la journalisation et les alertes, comme le cas des SIEM, la liste des applications autorisées, et ensuite déclarer et plutôt désactiver les macros, parce que les pièces jointes, généralement, on sait que c'est des Word Excel. L'essentiel des attaques sur ce type de fichiers là concerne les macros, ils activent les macros. Et ensuite, pour la compromission des comptes,
des mots de passe et des comptes et des noms d'utilisateurs. Utiliser la journalisation qui va nous alerter sur l'utilisation d'un compte. C'est-à-dire, dès que quelqu'un se log sur un compte, normalement, les systèmes de log enregistrent ce login et on est alerté par la suite. L'utilisation du MFA, l'authentification multifacteur, et aussi la protection des systèmes exposés sur Internet. Chaque fois qu'on expose un système sur Internet, il faut utiliser des mesures de protection supplémentaires, comme M. Siribé l'a dit, utiliser des observations. En ce qui concerne l'exploitation des vulnérabilités, première mesure, c'est vraiment d'utiliser des applications avec des correctifs. C'est-à-dire à chaque fois utiliser des applications qui sont à jour. Chaque fois qu'une vulnérabilité est déclarée sur une application, très généralement, ce qui s'ensuit, c'est que l'éditeur sort une mise à jour. Et dès que la mise à jour est sortie, il faut vraiment veiller à l'appliquer. Ensuite, il y a la journalisation des alertes. Chaque fois qu'il y a des éléments suspects sur l'application, c'est normalement consigné dans les journaux. Et les journaux doivent être consignés de sorte qu'il y ait des alertes pour des actions inhabituelles. Et ensuite, il y a la segmentation réseau. Je le disais tantôt, quand un système exposé à Internet est infecté et que ce système est dans un cloison réseau, le malware ne va pas pouvoir se propager sur d'autres segments du réseau. D'où vraiment l'avantage de la segmentation réseau. Et aussi la protection supplémentaire des systèmes exposés à Internet. Pour éviter la prise de contrôle, je le disais tantôt, c'est vraiment l'application des correctifs, la journalisation, la segmentation réseau, l'utilisation d'outils de sécurité et les systèmes d'adressage par domaine. Pour éviter tout ce qui est gain d'accès au reste des systèmes, c'est vraiment la segmentation réseau. Maintenant, pour le vol de données et autres, c'est la journalisation et les alertes. Comme je le disais, chaque fois qu'il y a une activité inhabituelle sur les réseaux, le filtrage des données data link, il faut qu'il y ait une remontée au niveau de l'administrateur. Et aussi le principe du privilège minimal, comme Sylvie l'a dit. C'est-à-dire les utilisateurs ne doivent avoir droit au seul système ou aux seules données avec lesquelles ils travaillent. C'est vraiment configurer le système avec le principe du monde privilège. Et pour la destruction des sauvegardes, il faut faire des sauvegardes hors ligne. Les sauvegardes hors ligne sont vraiment importantes, quoi. Parce que quand un attaquant parvient à s'infiltrer dans un réseau, il va chercher à crypter toutes les données. Donc, très généralement, ce qu'on retrouve au niveau des entreprises, c'est on a un système de sauvegarde en ligne qui, suivant des heures, fait des sauvegardes. Mais sauf que le problème, c'est que ces sauvegardes se trouvent sur le même réseau. Donc, quand une attaque est faite sur les réseaux, tous les éléments sur ces réseaux-là sont susceptibles d'être compromis. D'où les sauvegardes aussi. Vraiment, il est important de faire des sauvegardes hors ligne pour éviter ce type d'attaque-là. Aussi, la segmentation réseau, pour cloisonner l'attaque au niveau d'un segment réseau. Donc, ici sont les principales mesures d'atténuation des attaques de ransomware. Merci beaucoup. Donc, la présentation continue avec Monsieur Chemogo. Donc, Oui. Comment réagir à un cas d'attaque de ransomware? Ouais, et ici, je ne veux pas... Merci beaucoup, Anna. On va aller un peu rapidement. Dans le cas d'attaque de ransomware, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelques étapes qui sont connues et recommandées par les meilleures pratiques. C'est d'avoir une gestion des incidents en place, un plan de contingence et également avoir un plan pour la protection des données personnelles. Ou des fois, vous allez entendre parler des termes comme PAP, en anglais, ils vont appeler PII. Il y a également toutes les données qui concernent les données de santé, donc qui sont aussi pertinents. Comment réagir en cas d'attaque? Ici, je parlerai
On va faire le lien avec un peu la gestion des incidents. Donc, en cas d'attaque de ransomware, il faut transmettre les détails. Qu'est-ce que vous savez de l'incident? Donc, qu'est-ce que vous savez? C'est comme donner les symptômes que vous avez vus, donner les instructions claires aux membres de l'équipe quant à leur rôle. Et faut également voir, bon, je dis tantôt que toutes les données ne sont pas créées de façon égale. Tous nos systèmes ne sont pas créés non plus de façon égale. Donc, il faut avoir une répartition de vos systèmes et puis aller vraiment travailler d'abord sur les données qui sont, sur les systèmes qui sont cruciaux. Quels sont les systèmes qui sont cruciaux? Vous allez l'avoir à travers votre analyse d'impact organisationnel, en anglais qui appelle le Business Impact Analysis. Donc, vous allez l'avoir à travers cela. Comment réagir encore en cas d'attaque de ransomware? Importance d'avoir un plan de contingence. On va le répéter souvent, il est vraiment important d'avoir un plan de continuité des affaires et un plan de restauration ou de reprise de vos activités. Les incidents arrivent dans la vie d'une entreprise. Il faut juste savoir les gérer. Les incidents vont arriver, que ce soit de façon naturelle, comme inondation, le feu, n'importe quoi, ou de façon malveillante, qui sont les ransomware, les attaques brute force ou autres. Donc, il faut avoir un plan pour les gérer. Établir les rôles et les processus. Il est important, comme on a dit, d'avoir des processus et des rôles qui sont bien déployés en amont. C'est pas en cas de ransomware que vous allez commencer à définir vos processus. Ça peut être un déclencheur, mais c'est comme un peu le médecin après la mort. Donc, dans le sens où vous allez l'apprendre de façon très difficile. Comment réagir en cas de ransomware? Important, la protection des données. Il est vraiment important de protéger les données, informer les personnes concernées, exemple, que leurs données ont été volées ou autres, si vous n'avez pas d'autre choix, et que ceci amène également, à faire la transparence avec vos clients. Vous allez peut-être être amené à récréer, exemple, si c'est le numéro de carte de crédit, vous allez probablement toutes les supprimer et puis toutes les émettre à nouveau. Ça peut demander des coûts élevés. Réinitialiser les justificatifs, exemple des mots de passe, les paraphrases, tout ça, et pour les utilisateurs. Donc, il faut non seulement le coût pour combattre le ransomware, mais aussi le coût pour restaurer votre image. Ça peut prendre beaucoup de temps et puis ça peut faire mal. Ok, les mesures d'intervention en cas d'attaque de ransomware, c'est dans un premier temps détecter qu'on a été victime d'une attaque de ransomware via des outils de détection comme les antivirus et autres là. Après, ou des SIM. Après cela, il y a la phase d'analyse. Analyser quel type de ransomware nous a attaqué. Il y a notamment un site ici qui permet de savoir le type de ransomware dont on a été victime. Ensuite, il y a le confinement. Comme je l'ai dit, on doit essayer de circonscrire l'attaque au niveau des systèmes concernés. Et après cela, quand on confine l'attaque, on passe à la phase de nettoyage. C'est-à-dire on supprime les ransomware. Ça ne sert à rien d'entreprendre des mesures de restauration des données sans pour autant supprimer le malware. Si on ne supprime pas le malware et qu'on restaure les données, on risque d'être à nouveau victime d'attaque. Après cela, après la phase de suppression, il y a la phase de récupération. Soit on utilise des outils de déchiffrement, ou après on peut utiliser des sauvegardes, ou dans les pires des cas, payer le rançon. Ensuite, informer les autorités compétentes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas courant chez nous. C'est ce qui fait que d'ailleurs, on n'a pas de statistiques réelles sur les attaques de ransomware ici dans notre pays. Parce que très généralement, dans d'autres pays, quand il y a des attaques de ransomware, dès qu'on déclenche le plan de gestion des incidents, on informe les autorités compétentes, on porte plainte. Et très généralement, il y a des démantèlements de réseaux de cyberattaquants.
depuis un certain temps, beaucoup de groupes qui opéraient avec des ransomware ont été démantelés. Et par la suite, quand on a été victime ou quand on a payé des rançons, on peut être remboursé par la suite. Donc après, faire une communication à juste niveau, c'est-à-dire ne pas laisser les gens dans le flou, laisser circuler des rumeurs sur d'éventuels cas de ransomware et puis ne pas communiquer. Il faut faire une communication mais juste. Et cela fait partie du plan de communication cyber. Après cela, entreprendre des actions de post-incident, c'est-à-dire faire, comme on appelle en anglais, lesson learned, c'est-à-dire tirer les enseignements de l'attaque. Quand il y a une attaque, tirer les enseignements, de faire un rapport d'après-incident. Donc, ceci sont les principales phases lorsqu'on est attaqué par un rançon logiciel. La détection, l'analyse, le confinement, l'éradication, la récupération, l'information et puis la communication et par la suite les actions post-incident. Voilà. Ils sont les principales références qu'on a utilisées pour les statistiques et puis pour les autres. Notamment Sophos, qui est une structure bien connue, le Centre canadien pour la cybersécurité, le Numero Ransom Project, qui est un consortium de plusieurs sociétés de cybersécurité qui se sont réunies pour ne pas qu'il y ait plus de victimes de ransomware, pour ne pas que les gens payent des rançons. Ensuite, il y a l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Anna. Oui, Monsieur Hassan. Donc, on avait prévu de faire une démonstration, genre comment l'infection par les ransomware, ça se passe. Ok, donc vous voyez un peu, c'est les sites dont je parlais, c'est le Numero Ransom Project. Ici, les sites à l'accueil nous informent des familles de ransomware pour lesquelles ils ont trouvé des outils de déchiffrement. Donc, quand on est victime d'un de ces types de ransomware, on peut éventuellement faire recours à ces sites. Maintenant, ici, on a le CryptoSheriff, qui est l'outil qui permet de nous informer sur le type de ransomware. Ici, on upload des types de fichiers, des fichiers infectés, et ensuite, quand on upload ces deux fichiers-là, on va être informé sur le type de ransomware dont on a été victime. Après, il y a les outils de déchiffrement par ransomware. Donc, pour chaque type de ransomware, on a les outils de déchiffrement qu'on peut utiliser éventuellement, télécharger. Vous voyez ici, cet outil est créé par Trend Micro. Et cet outil créé par Avast ou Kaspersky. Maintenant, les outils sont vraiment en fonction des types des familles de ransomware. On en a beaucoup. C'est plus d'une centaine de variantes de ransomware qu'on a. Et l'outil propose des outils de déchiffrement pour chaque type de ransomware. Vraiment, c'est pas quelque chose de sûr pour dire qu'à chaque fois l'outil pourra, trouver des outils de déchiffrement pour chaque type de rançon. C'est pas le cas. On a la famille de ransomware qui sont répertoriés ici. Donc, pour ce type de ransomware, les sites proposent des outils de déchiffrement. Si. Donc, les liens est dans les documents que vous aurez. Tout de suite, je viens de partager un peu tout ce qui est outils de déchiffrement. Maintenant, je peux aussi partager avec vous. Pour ceux qui ont été victimes de ransomware en ce qui concerne les instances VMware. Pourront utiliser ces scripts développés par la CIA pour un peu retrouver les données. Vous trouverez ces trucs-là. Et merci Hassan. Tu peux mettre ça dans le chat. Si, je l'ai déjà mis. Donc, il y a M. Bissidi Traoré qui va nous expliquer en 2-3 minutes un peu les formations que nous donnons ici à One Simple One. Bissidi, vous êtes là? Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Bissidi Traoré, je suis le responsable du développement commercial de 1 Simple 1. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous expliquer un peu les différentes formations que nous disposons.
En fait, nous avons les domaines de formation, nous avons des domaines d'expertise de formation, notamment dans la sécurité, gouvernance et gestion des TI, la cybersécurité, gestion des projets, marketing digital, bibliothèque et développement informatique, archivage et continuité et sur mesure. Et donc, comme vous le voyez, nous avons cité quelques formations ici, mais je ne vais pas expliquer tout. Je vais juste me focaliser sur 3 formations qui sont ici, qui reflètent un peu sur le thème de ransomware. On a la formation ISO 271 qui parle un peu de tout ce qui est, qui permet un peu des candidats d'appréhender les éléments fondamentaux. OK. Alors, l'objectif de cette formation ISO 271, c'est en fait, ça va vous permettre de comprendre un peu les éléments et le fonctionnement d'un système de management de la sécurité de l'information. Et ça vous permet aussi de faire la corrélation entre les normes de ISO 271, ISO 272 ainsi qu'avec d'autres normes. Et cette formation, la durée de cette formation est tout simplement 10 jours. Et la formation, ça peut se faire aussi en français et en anglais. Et en ce qui concerne la formation Lead Incident Manager qui reflète un peu les thèmes d'aujourd'hui, la formation Lead Incident Manager, ça parle un peu de tout ce qui est l'expertise nécessaire pour l'encadrement une organisation lors de la mise en œuvre d'un plan de gestion des incidents. Et ça permet aussi ici des candidats qui aimeraient prendre cette formation de maîtriser les concepts, les approches, les méthodes et les outils et les techniques qui permettent une gestion efficace des incidents de sécurité d'information selon les normes de ISO 27035. En ce qui concerne l'autre formation qui parle un peu de formation ISO 271 Risk Manager, cette formation, ça vous permettra de développer les compétences nécessaires pour maîtriser les processus de management des risques liés à tous les actifs pertinents pour la sécurité d'information. Ok, allez-y. En ce qui concerne nos formations, nos services et solutions ici, nous disposons quelques services et solutions ici. Disons, nous avons le service comme Archicoo qui permet un peu d'avoir une mémoire organisationnelle en cas de sinistre. Ça permet aussi de classer vos documents à l'aide d'un plan de classification élaboré par nos archivistes. Et en ce qui concerne aussi notre solution Collab, qui est une solution de collaboration qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui pourra aussi aider les collaborateurs avec l'ensemble de vos appareils, ordinateurs portables, smartphones, et ce qui permet aussi aux employés de travailler et créer sur un nombre important de supports. Et en ce qui concerne aussi notre solution ITSM, ça parle un peu de tout ce qui est l'implémentation de solution ITSM qui est ITSM BSM. Et grâce à cette solution, ça permet de proposer un encodement sur mesure de bout à bout durant les cycles et l'un du choix de la solution. Et quand on parle de la solution CRM, notre solution CRM vous propose un logiciel avec une couverture fonctionnalité étendue, comprenant des fonctions CRM opérationnelles, collaboratives et analytiques. Et quand on parle de notre solution bureautique... Attends. OK. Donc, comme je disais, en ce qui concerne notre solution bureautique, cette solution est un outil incontournable au sein de l'entreprise et cela veut dire que quelle que soit votre demande d'activité, notre solution bureautique regroupe des outils indispensables dans le travail professionnel qui permet un peu de réaliser des tâches quotidiennes et de manière simple, rapide et efficace. Et quand on parle de notre service ici, nous proposons aussi des services comme des services. On a déjà développé une plateforme qui s'appelle Job 151. Et avec ça, 151 offre aux employeurs une variété de solutions de recrutement en informatique, en sécurité, en gestion de projets, notamment le recrutement d'employés permanents, le placement de consultants en informatique, la charge des têtes de cadres en informatique. Nous aidons aussi les professionnels de l'informatique à atteindre leurs objectifs de carrière. Non seulement on fait ça aussi, nous nous efforçons aussi de trouver l'adéquation parfaite entre les besoins de nos clients et les aspirations de nos candidats. Et en ce qui concerne, nous proposons aussi des numérisations en masse. Nous avons un gros scanner qui est capable de scanner plus de 10 000 faits par jour. Donc, après ça, nous avons aussi notre service qui s'appelle Audit. Donc, nous, à 151 aussi, nous proposons une gamme d'audits adaptés à vos besoins. Nous avons un audit qui s'appelle Audit physique et organisationnel. Nous avons aussi un audit qui s'appelle Audit conformité ISO 27001 et ISO 272. Nous avons aussi Audit de conformité PCI DSS. Et à la fin, nous avons Audit de conformité RGPD. Et
à ce qui concerne l'autre service qui s'appelle location équipement, nous, à Saint-Pierre, nous avons des salles de formation qui sont disponibles ici. On a à peu près 10 salles de formation qui sont équipées avec des ordinateurs, avec des projecteurs. Et à la fin, nous proposons aussi service conseil pour les entreprises. Je sais que l'évolution et la transformation des nouvelles technologies imposent un peu aux entreprises de changer ou d'adapter leurs constances. Donc, à Saint-Pierre, notre service conseil en TI vous permettra une transition efficace en fait d'atteindre vos objectifs. Donc, merci beaucoup, M. Traoré. Est-ce que vous n'avez pas fini? Donc, merci à tout un chacun pour cette présentation. Oui, donc comme je disais, la présentation d'aujourd'hui. Donc, merci à M. Hassan Touré et M. Sidibé. Et comme au début, je l'avais dit, j'espère que vous avez noté vos questions parce que c'est le moment pour vous de parler avec M. Tchemogo et M. Sidibé. Comme ça, ils vont vous donner plus d'éclaircissements sur ce que vous n'avez pas pendant la présentation. Vous avez la parole, vous pouvez poser vos questions. Juste activez votre micro et puis vous posez la question. Après, vous refermez. Donc, en attendant que... Voilà. Donc, il y a monsieur ou madame 1219 qui vient de lever la main. Donc, allez-y, posez votre question. Allô, vous êtes là? Bon, en attendant que lui il arrive. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Eh bien, merci. Alors, moi, je suis arrivé, je dirais, un peu plus en retard. Ok. Et je m'en excuse. Et en tout cas, là où j'ai pris en cours de chemin, c'était sur l'intervention presque à la fin de M. Tchemoro. D'accord. À savoir les différentes procédures à faire en cas d'attaque ransomware. Alors, vu que j'ai pris en cours, je m'excuse encore une fois, c'était de savoir si c'était possible de reprendre un peu ces parties. Et la seconde question concerne Monsieur Alassane, c'est ça, le deuxième intervenant. Hassan, voilà. Alors, Monsieur Hassan, vous avez parlé de la possibilité de déposer une plainte en cas d'attaque. Alors, moi, je vous signale que je suis au Mali. C'est de savoir quelle est la possibilité, est-ce qu'il y a une structure habilitée ici où on pourra déposer plainte, où il faille le faire sur les liens que vous avez transférés. Peut-être une troisième question qui concerne Bissiri. C'est que la communication, peut-être c'était à mon niveau, c'était un peu haché. Donc, je n'ai pas très bien saisi l'ensemble des offres que vous avez. S'il y avait une possibilité de les envoyer également avec la documentation. Si, à la fin de la présentation, en fait, vous avez nos liens de site web sur lequel on a toutes nos formations, nos services et puis tout ce que nous faisons à One Simple One. Donc après, vous aurez la présentation en intégrale avec les données. Donc, Monsieur Sidibé, vous avez compris la question de... Oui, je vais revenir là-dessus. Oui. En fait, la plupart des points qu'on a dit sont à la page 21. Tu peux aller sur la page 21, Anna, de la présentation. On va aller un peu en survol, mais le document, vous allez recevoir le document à la fin également. Donc, on a parlé de différentes mesures pour atténuer les risques. Je pense que c'était ça ta question, n'est-ce pas? Les risques de ransomware. Donc, oui, effectivement. entre autres, je disais que
la première des choses, il faut savoir que toutes les données ne sont pas créées de façon égale. Donc, il faut d'abord commencer par classifier vos données. Les données qui sont les plus sensibles ou les plus pertinentes pour vous, ces données-là, vous devez prendre des mesures pour pouvoir faire des sauvegardes en cas d'attaque de rançongiciel, de ransomware. Vous devez être capable de ne pas payer les rançons et puis d'aller prendre vos données à travers vos archives, à travers vos données sauvegardées. Et si on doit ajouter 2 éléments, ce serait de chiffrer vos données. Donc, si les données sur ta machine sont chiffrées et que j'encrypte ta machine, ben, je vais te dire, prends, ça ne me dit absolument rien. C'est comme si je prends ma clé. Quelqu'un dit, je vais prendre ta clé, mais je sais que ma clé, elle est chiffrée, toutes les données là-dessus. Je vais te dire, je te donne ma clé, trouve la clé de chiffrement. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Donc, il va probablement trouver la clé moins intéressante et va la jeter. Alors, je pourrais récupérer mes données sur un autre fichier. Donc, ça, c'est juste pour aller un peu rapidement sur 2 éléments. Donc, si tu dois arrêter, bon, il y a un ensemble de choses, je ne vais pas revenir sur l'ensemble, mais si tu dois retenir 2, 3 éléments, je dirais classifier vos données, chiffrer vos données qui sont les plus pertinents, en repo et en transit, les derniers points, l'avant-dernier point, et s'assurer de faire les sauvegardes de vos données. Donc, ceci permet de vous prémunir d'une attaque de rançongiciel, ransomware. C'est tout le temps difficile à dire en français. Ok, merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Merci. J'espère que c'était clair. Les autres points sont sur la liste, mais comme on pourrait avoir d'autres questions, vous pouvez lire les autres aussi. C'est ça. Donc voilà, la deuxième question, c'était genre, vous êtes ici au Mali ou portez plainte en cas d'attaque de ransomware. Donc, monsieur. Ok. Bonjour. Donc, en cas de... Si on est victime d'attaque de ransomware, c'est vrai qu'il n'y a pas de structure spécialisée ici pour recevoir les plaintes, mais le mieux c'est de porter plainte au niveau de la police. Quand on sait que c'est des attaques et des acteurs qui opèrent au niveau international, il y a une remontée qui est faite via Interpol, je crois. Donc, à partir du moment où ça concerne des acteurs qui sont pas ici, donc je crois qu'il y a une remontée qui est faite via Interpol. Et après, je crois que toutes les victimes arrêtées, tous les acteurs arrêtés dans le cadre de ransomware, très généralement, ont été faits avec l'appui d'Interpol. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment des remontées d'informations au niveau d'Interpol. Maintenant, pour le Mali, spécialement, je connais pas de structure particulière pour déposer plainte, si ce n'est la police. Maintenant, si parmi les données cryptées, on a des données qui concernent les PIA, les informations à caractère personnel, je crois qu'il faut faire aussi une déclaration au niveau de l'autorité malienne de la protection des données personnelles, parce que là, c'est tout ce qui concerne les données personnelles, c'est la structure en charge de la gestion plutôt de remonter des plaintes et puis tout ce qui est collecte d'informations à caractère privé, je crois que c'est la structure à laquelle il faut s'adresser. Donc quand on a du vol de données qui concernent les informations à caractère personnel, je pense qu'il faut aussi les informer. Donc, il y a, comme je le disais, porter plainte au niveau de la police et puis s'il y a des informations à caractère personnel, de faire une remontée au niveau de l'autorité malienne de la protection des données à caractère personnel. Merci, Monsieur Touré. J'espère que ces réponses répondent à vos questions. Effectivement. Merci. Ok. Donc, en ce qui concerne le micro de bicide, je crois que c'est un problème. Bien comme sûr. Monsieur Sidibé, on va essayer de voir c'était quoi le problème et on va le résoudre. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions pour Monsieur Touré et Monsieur Sidibé?
Merci de lever la main si vous avez des questions. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de poser la question. Le temps d'afficher. Bonjour à tous. Merci pour la présentation. Et ma question: est-ce nécessaire d'installer un antivirus vu qu'il y a Windows Defender? Merci d'avance. C'est la question de Madame Djenebou Diallo. Monsieur Sidibé ou Monsieur Touré? Non, je vais laisser Hassan se prononcer. Après, je ajouterai quelque chose là-dessus. Ok. Vas-y, je crois qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui était en train de poser des questions. Monsieur Kofi, je crois. Bon, après, vous pourrez, retrouver la personne. Ok. En ce qui concerne Windows Defender, le mieux, c'est que déjà, ce que vous remarquerez avec les autres antivirus, c'est qu'il n'est pas possible d'installer très généralement 2 antivirus sur un même PC. Souvent, on a des problèmes quand on fait ça. Mais vous remarquerez que dans le cas de Windows Defender, on peut utiliser n'importe quel antivirus avec Windows Defender. Dès qu'on installe un antivirus, autre Windows Defender se met en arrière-plan et laisse travailler l'autre antivirus. Donc, c'est pour vous dire que Windows Defender, il y a des mises à jour, mais ça reste à désirer. C'est vraiment un antivirus qui n'est pas, je dirais, qui est plus ou moins efficace. Donc, la protection contre la ransomware, il y a un module de protection contre la ransomware, mais c'est pas que ça. Après, pour les autres antivirus, il y a vraiment pour ceux que j'ai utilisés comme i7 par exemple, il y a des modules basés sur l'intelligence artificielle qui permettent vraiment de détecter ce qu'on appelle les attaques 0D, c'est-à-dire les attaques pour lesquelles il n'y a pas les signatures d'abord, les nouveaux types d'attaques. Généralement, les antivirus, pour la plupart, fonctionnent sur la base de base de données des registres, de base de données des signatures plutôt. Donc, c'est-à-dire toutes les attaques qui sont répertoriées ont des signatures et l'antivirus à chaque fois met à jour sa base de signatures. Donc, dès qu'il voit une attaque dont la signature est la même que dans sa base de données, détecte l'attaque en question. Maintenant, cette méthode ne fonctionne pas très généralement quand c'est des nouveaux types d'attaques qui ne sont pas encore répertoriés. Donc, d'où des modules d'IA pour contrecarrer les attaques type 0D. Donc, à ma connaissance, Windows Defender, par exemple, n'a pas ce type de module. Oui, je dirais que Windows Defender, c'est pas le plus efficace des antivirus, en fait. Et le mieux, c'est d'installer un autre antivirus avec beaucoup d'autres. Et puis, choisir les antivirus aussi en fonction de ses besoins. Il y a tout ce qui est antivirus simple, il y a tout ce qui est Internet, protection des systèmes, protection Internet. Et les antivirus sont comment dire, il y a plusieurs versions d'antivirus en fait. Même pour un même éditeur. Tu vas trouver généralement qu'il y a la version antivirus, il y a la version Internet protection, il y a d'autres types de versions. Donc vraiment installer les antivirus en fonction de ses besoins. Et une fois de plus, Windows Defender, c'est pas le plus efficace des antivirus. Monsieur Sidibé, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je pourrais ajouter lire la question. Il a demandé. Donc, en fait, elle voulait savoir s'il y a Windows Defender, est-ce que c'est nécessaire d'installer un autre antivirus? L'antivirus peut aider à détecter ou travailler contre les virus, mais par contre, c'est pas forcément le meilleur mécanisme pour la protection contre les rançongiciels, les ransomware. Parce que on sait qu'il y a des attaques qui peuvent contourner les antivirus et si on met la main sur vos données, la meilleure manière, c'est que ces données soient déjà chiffrées. Donc, en sécurité, vous allez beaucoup entendre parler des
sécurité par couche. Ils appellent ça aussi Defense in Depth, où tu as différentes couches, une après l'autre. Donc, si ta première couche est Windows Defender, une fois que tu passes à travers cette couche-là, ben, tu as accès aux données. C'est trop facile. Donc, ce qui est bien, c'est de dire, ben, j'ai une première couche, tu vas me faire en sorte que, bon, je détecte les choses qui rentrent, les choses anormales, mais deuxième couche de protection, ça va être, tes données sont chiffrées, il y a une copie des données quelque part, tout ça. Troisième couche, tu vas probablement mettre un bastion qu'on n'arrive pas directement à tes données. Donc, oui, c'est une première étape, mais c'est pas assez. Et c'est pas assez solide aussi comme étape contre les attaques, contre les rançons logicielles. Ok, bon, merci. C'est clair? J'espère que cela répond à votre question, Madame Djenebou. Quelqu'un d'autre a des questions? Je pense que Monsieur Kofi a levé la main. Anna. Ok, Monsieur Kwaku. Merci, nous vous écoutons. Ok, bonjour à tous, bonjour chers panélistes. Ok, je suis Kofi Kwaku Adoumani, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup, c'est tout un honneur. Voilà, donc, en tout cas, merci beaucoup à ces panélistes pour cette formation de qualité. Et j'ai deux questions qui me préoccupent beaucoup. La première question est la suivante. Quels sont les sites où on peut aller pour pouvoir se former? Par exemple, quelqu'un qui veut se former dans le cybersécurité concernant peut-être les ransomware, quels sont les sites appropriés pour pouvoir faire peut-être des formations certifiantes en ligne? Voilà. Et la deuxième question, c'est comment faire pour savoir si on est attaqué par les ransomware, que ce soit sur Android ou sur notre ordinateur. Merci. Merci, Monsieur Kwaku. Pour la formation, je pense que BCD est la meilleure personne pour parler de ça. Ah oui. Ok, bonjour Kofi, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous attends. Ok, pour répondre à votre question, tantôt j'ai expliqué un peu les formations que nous faisons avec nos différents partenaires stratégiques qui sont un peu basés un peu partout dans le monde. Disons, quand vous voulez vous former, nous accompagnons plusieurs clients. On a travaillé avec beaucoup de clients qui sont basés au Canada, mais aussi en Afrique ici. À travers cette question que vous avez posée, nous avons la formation Lead Incident Manager qui répond absolument aux besoins du système. Disons, cette formation, ça pourra vous aider un peu ça pourra vous permettre un peu d'acquérir l'expérience nécessaire pour accompagner une organisation lors de la mise en œuvre d'un plan de gestion des incidents de sécurité d'information selon un peu la norme ISO 27001. Et dans cette formation aussi, vous acquérez une connaissance approfondie sur les modes de processus qui permettent un peu de concevoir et de développer un plan de gestion des incidents. Et dans ça, il y a aussi la comptabilité de cette formation qui permet un peu dans le sens de ISO 27035, qui prend aussi également le contrôle en charge de ISO 27001 en offrant les lignes directives et pour la gestion aussi des incidents et de sécurité de l'information. J'espère que cela répond à votre question. Et si vous avez besoin de ces formations, on pourra vous accompagner grâce à nos partenaires PICB qui nous offront ces formations-là. Et cette formation aussi est prise. La plupart de nos clients, ils prennent ces formations en ligne, en auto-formation. C'est des formations, auto-formation et self-paced, à qui vous n'avez pas besoin de faire des semaines, 3 semaines pour le faire. C'est juste une formation de 3 jours. Il y a aussi à la fin un examen. Et dans ça, quand vous avez fait l'examen, nous, on recommande toujours aux clients de prendre un peu de temps, de revoir un peu la formation avant même de passer l'examen, parce qu'il vous aura aussi un brochure à la fin de l'examen, au cas si l'examen n'a pas été un succès pour vous. J'espère que cela répond à votre question, Kofi. Oui, ça répond à ma question. Voilà. Mais est-ce qu'il y a-t-il
une possibilité d'avoir peut-être le lien après, comment on appelle, sur mon mail pour pouvoir avoir plus de détails sur les différentes formations, pour voir comment je peux y prendre part. D'accord. Si, Bakou. Il n'y a aucun problème. Comme je le disais à la fin des diapos, le diapo 33, vous avez déjà nos contacts là-bas. Donc déjà, vous pouvez envoyer votre demande sur contact@1simple1.com. Ok, d'accord, ça va. Vous envoyez votre mail, on va vous envoyer les formations par rapport à la sécurité informatique. Donc, nous allons passer à Mamadou Sanogo. Monsieur Mamadou Sanogo, merci de vous poser votre question. Oui, bonjour à tous. Je dis déjà merci aux panélistes pour la qualité de la formation. J'ai appris beaucoup ce matin et j'ai trouvé que c'était une formation très enrichissante. Ma préoccupation se trouve au niveau de... Au fait, je voulais comprendre, j'ai cru entendre que la segmentation du réseau permet d'accroître la sécurité. Et je voulais savoir, est-ce que un réseau qui n'est pas segmenté et qu'on utilise un type d'antivirus permet de lutter contre les ransomware? Monsieur Hassan? Oui, ok. Monsieur Vous pouvez répondre à la question. Bonjour. En fait, tout de suite, M. Sidibé parlait du principe de la défense en profondeur. La défense en profondeur, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quand on utilise plusieurs contrôles de sécurité et pour un objectif de sécurité. C'est-à-dire, on met plusieurs couches de sécurité. En fait, l'antivirus ne doit pas, être le seul contrôle de sécurité qu'on met en place. Il y a des antivirus qui permettent de détecter des ransomware. On est d'accord. Mais vous avez aussi vu que dans la liste des ransomware, on a plus d'une centaine de variantes de ransomware. Et pour certaines variantes ne sont pas connues des antivirus. Donc, tu as beaucoup plus de chances que ton antivirus ne détecte pas ces ransomware. Le cas le plus parlant est celui qui a attaqué les instances VMware et qui a crypté les fichiers de configuration. Heureusement, ça n'a pas chiffré les données, mais juste les fichiers de configuration dans sa première variante. Ensuite, il y a une seconde variante qui est sortie et qui était beaucoup plus dangereuse. Donc, quand ton antivirus ne parvient pas à détecter le malware et que le malware se propage sur ton réseau parce que ton réseau n'est pas segmenté, le risque est très grave. Donc, en plus de l'antivirus, il faut segmenter les réseaux et utiliser d'autres moyens, d'autres mesures de protection, comme les sauvegardes hors ligne aussi. Et aussi la formation, la sensibilisation des utilisateurs. La segmentation réseau est vraiment importante dans ce cas parce qu'il va permettre de circonscrire un peu l'attaque. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup pour la réponse. Merci à vous. Au fait, je retiens là, la segmentation permet de circonscrire l'attaque. C'est-à-dire que au niveau de la segmentation, le compartiment qui a été attaqué permet de circonscrire l'attaque pour ne pas que l'attaque atteigne les autres compartiments du réseau. Exactement. C'est comme je le disais un peu, la toute première variante de ransomware qu'on a eu, c'était des ransomware qui se propageaient via le protocole SMB, qui est le protocole utilisé pour les partages de fichiers qu'on rencontre dans beaucoup d'entreprises. Donc, si on n'a pas un réseau segmenté, qu'on a des partages de fichiers, vous voyez comment est-ce qu'il est facile que le malware se propage via tous les réseaux. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Donc, y a-t-il quelqu'un d'autre? Peut-être on va prendre la dernière personne pour la série questions-réponses. Donc, s'il n'y a personne, Monsieur Sidbé, votre dernier mot. Nous allons clôturer ce webinaire. Oui, je dirais d'abord merci à toute la communauté qu'on est en train de bâtir
Je souhaite que ce soit une communauté d'échange dans laquelle on donne, on apprend, puis que vous amenez également vos points, qu'on puisse les débattre également. Et aussi, il serait important de remplir le sondage. Je vois qu'il y a une main qui vient de s'élever. Il serait important de remplir le sondage qui est affiché ici. Ceci permet à nos équipes de pouvoir voir votre appréciation de nos formations et également de voir aussi les orientations que vous voulez qu'on prenne pour les autres webinaires qui vont venir. Et parallèlement à ça, on travaille sur d'autres choses pour rendre encore plus accessibles les connaissances et les formations à travers le Mali, la sous-région, et même ici au Canada et même ailleurs aussi, que ce soit les formations en français et en anglais. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille, mais qu'on va vous les présenter après. Il y a une main qui est élevée. Oui, monsieur, vous pouvez poser votre question. Oui, alors on dit l'appétit vient en mangeant. Avec les autres questions qui étaient en train d'être posées. Et tout à l'heure, Tchemogo avait ressorti un point qui me paraît assez intéressant, c'est-à-dire le chiffrement. Pardon, C'est-à-dire le chiffrement des données. Ok. Alors, donc, à la matière, je ne sais pas ce qui est prévu dans cette formation. Est-ce que c'est une série de formations qui va continuer ou ça va s'arrêter? Il y aura un autre module qui sera prise parce qu'elle me paraît très, très intéressante et très importante. Cette formation qui ne peut pas s'arrêter à un seul module à ce niveau. Parce que les données sont tellement sensibles dans les entreprises que la technique de sauvegarde et de reprise d'activité peuvent être une solution, mais je vois que c'est pas une solution une solution finale. Il y a plusieurs étapes qu'il faudra mettre en œuvre, c'est-à-dire la segmentation de réseau et y compris le hachage des données aussi. Donc la question que j'ai à poser, c'est relative au logiciel de hachage. Oui. Alors, donc, est-ce qu'il y a des logiciels adaptés ou des logiciels qu'on peut avoir sur le marché, en plus des antivirus, les installer, ou c'est les antivirus elles-mêmes disposent de ces fonctionnalités? Ok. Je ferai d'abord une distinction, après je vais les prendre. Tu as demandé, est-ce que ce qu'on donne ici comme webinar, il va avoir une suite. Le principe du webinar, à la base, quand on avait introduit, c'était de susciter de l'intérêt, puis de parler de certains sujets pendant 1 heure de temps, puis de laisser les gens poser des questions. Donc, ce qu'on fait essentiellement, c'est de prendre un sujet et discuter du sujet. Et puis, avant le prochain webinar, à travers toute notre présence web, on pose des questions aux gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on discute pour le prochain webinaire? Donc, le mois passé, on avait parlé de la gestion des actifs. Ici, actuellement, on parle de la gestion des ransomware. Et le mois prochain, on va parler d'autres sujets. Le mois d'avant, on avait parlé d'un autre sujet. Donc, on a parlé de l'ISO 27001. On avait parlé des cyberattaques en général. Donc, c'est ça. Donc, on pense entre autres peut-être de parler de la gestion des accès. Et on parle aussi, on pourrait parler également de chiffrement, tout ça. En fait, le webinaire, c'est vraiment pour introduire, présenter un peu, échanger aussi. C'est comme une rencontre d'échange qu'on veut établir 1 fois par mois. S'il faut aller en détail dans un sujet, ça va être sous forme de séances de formation, de coaching, de présentation et autres. Tantôt, tu as parlé du hashing versus le ransomware, tout ça.
Je dirais les algorithmes de hashing sont utilisés plus pour vérifier l'intégrité d'une transaction, mais ça ne sert pas à protéger la donnée en tant que telle. Voilà. Donc, pour la protection des données, on va utiliser d'autres algorithmes. On va utiliser d'autres algorithmes. On va utiliser les clés symétriques ou asymétriques. On va parler de clés publiques, clés privées ou juste des clés privées qu'on va utiliser. Donc, ça va être vraiment plus pour le niveau de confidentialité dans le CIA de l'information. Tu as confidentialité, intégrité, disponibilité. Ransomware, on parle beaucoup de disponibilité et du C qui est la confidentialité à travers tous les chiffrements. Donc, mais par contre, le hashing, c'est vraiment côté intégrité. Donc, ça a moins d'effet dans le... Ça peut permettre de voir que tes données n'ont pas été altérées, mais à la base, tu n'as même plus accès à tes données. Donc, c'est plus le C et le D. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si Hassan veut ajouter quelque chose, mais par contre, si tu veux qu'on élabore plus là-dessus, vous m'avez dit que vous étiez au Mali. Anna et Sidi sont au Mali. Vous pouvez prendre attache avec eux, élaborer vos besoins et puis ils pourraient vous donner des premiers conseils et puis on peut se parler aussi après. Il n'y a aucun problème. Moi-même, je serai au Mali dans probablement 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines. 2 semaines, je pense. Oui. Donc, oui. Je dirais, si vous pouvez mettre vos courriels, Anna peut vous contacter ou peut-être juste écrire à contact à un simple 1. Ici, tu peux écrire contact à un simple 1 et puis quelqu'un va vous répondre plus en détail. Vous pouvez continuer, Hassan. Oui, Hassan, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je veux juste ajouter qu'il a parlé de l'outil de chiffrement qu'il pourrait utiliser éventuellement. Comme je le disais, il y a les antivirus proposent plusieurs fonctionnalités. Pour beaucoup d'antivirus, les versions avancées, les versions pro, utilisent ce qu'on appelle des modules de chiffrement des données que vous pourrez utiliser. Je sais que Kaspersky propose, i7 propose, pour ne citer que ceux-là. Donc, beaucoup d'antivirus proposent des méthodes de chiffrement des fichiers, mais vous pourrez aussi trouver d'autres logiciels libres ailleurs que vous pourrez utiliser pour chiffrer vos données. Comme Cécile a dit, les hashages, c'est vraiment tout ce qui concerne l'intégrité des fichiers. Vous pouvez aussi utiliser les hashages dans tout ce qu'on appelle le forensique, les enquêtes, la détection des menaces, parce que comme je le disais, toutes les menaces ont des hashes, ce qu'on appelle des empreintes numériques, donc que vous pourrez utiliser et puis comparer à votre trafic réseau pour détecter de potentielles traces d'attaque. Ok. C'est bon, vous êtes satisfait des réponses données? Oui, je pense que je vous enverrai un courriel comme l'a suggéré M. Sidibé. Ok. Afin qu'on puisse échanger un peu plus profondément sur le sujet. Par ailleurs, vous avez dit que vous étiez au Mali. Vous parlez tantôt de là où on pourrait porter plainte. Comme vous êtes un acteur d'ici, je crois qu'il est vraiment important que les acteurs d'ici prennent la question à bras le corps pour un peu voir si on peut ensemble chercher des moyens où on pourrait éventuellement porter plainte pour les attaques de ransomware ou une structure qui pourrait spécialement s'occuper de ces attaques-là, parce que de plus en plus, ces attaques deviennent récurrentes ici. J'ai moi-même eu écho de plusieurs cas ici. Oui, effectivement, ce qui m'inquiète un peu, parce que même récemment, il y a une banque de la place qui a vraiment été victime d'attaques. Ok. On espère que ça ne sera pas le cas de tout un chacun. On compte sur un simple one. One simple one. One simple one. Ok. Avec plaisir. Donc,
Ceci va mettre fin à la présentation d'aujourd'hui. Donc, nous disons merci à tout le monde et on espère que la présentation d'aujourd'hui vous a été utile. Et aussi, comme je le disais, il y a les informations si vous voulez nous contacter pour plus d'informations. Et la présentation aussi sera envoyée à la fin. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous contacter. Et on s'est dit au prochain webinaire qui aura lieu le 21 mars, Inch'Allah. Donc, vous avez aussi notre lien pour le sondage. Donc, vous pouvez aller y faire un tour et puis voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de dire que la formation sera enregistrée. Et puis, je pense qu'on va le diffuser aussi dans la plateforme web, là, je pense. Hein? N'est-ce pas, Bissini? Exactement. Okay. Oui. Okay, la formation sera disponible et accessible sur YouTube. Ok, merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci, merci bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.